Et en présence des lecteurs de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui en temps de canicule, c'était pas évident, merci à vous. On retrouve maintenant Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes le directeur général de Pro Bono Lab, une association qui s'engage pour le bien public, pour le pro bono, au travers notamment du mécénat de compétences. Mais vous allez tout nous dire sur Pro Bono Lab, depuis quand vous existez, combien il y a de volontaires chez vous, comment vous travaillez. Alors Pro Bono Lab, c'est l'association qui porte en France le bénévolat, le mécénat de compétences, et le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences, qui a trois rôles prioritaires. Un, c'est la promotion et le développement du pro bono, en latin pro bono publico, c'est-à-dire pour le bien public, c'est le fait de mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause. Deuxièmement, c'est d'opérer le pro bono via des collaborateurs d'entreprise qu'on va aller chercher dans les entreprises pour les mettre à disposition d'associations. Et puis troisième mission qu'on se fixe, c'est d'être le laboratoire, un laboratoire d'expérimentation, de prospective qui va réunir là les pionniers du sujet en France pour nourrir des réflexions extrêmement structurantes pour Pro Bono Lab. Donc c'est tout un modèle vertueux qui réunit 5000 volontaires, 500 structures accompagnées et près de 90 entreprises partenaires qui mettent leurs compétences au service du bien public. Le monde du mécénat, en ce moment, il est en train de s'alarmer parce que le gouvernement a l'intention de revenir sur cette déduction fiscale de 60% accordée aux entreprises qui font des dons au titre du mécénat. Et il y a eu une campagne très récente de France Générosité, Admical, le mouvement associatif, Entreprises pour la Cité et d'autres qui ont lancé une mobilisation sous l'intitulé « Vers un crash philanthropique ». Est-ce qu'on va vraiment vers un crash philanthropique si la déduction fiscale du mécénat est rabotée ? Je pense qu'on va vers un crash de l'intérêt général surtout. Le mécénat aujourd'hui, c'est un levier de diversification des ressources qui est essentiel pour les associations, pour des acteurs qui sont reconnus d'intérêt général. Ces acteurs ont subi pas mal récemment de modifications. Je pense aux contrats aidés notamment, je pense au dispositif... La fin des contrats aidés du coup. La fin des contrats aidés. Au dispositif de l'ISF don qui a été revu à partir du moment où on est passé justement à l'IFI avec une baisse de collecte selon les acteurs de 40% sur l'ISF. La fin du mécénat d'entreprise, ou en tout cas sa remise en question, c'est un signe supplémentaire qui est lancé envers ces acteurs-là, d'une fragilisation supplémentaire au moment où la société, je pense, fait passer le message qu'on a besoin des acteurs de l'intérêt général pour créer du lien, notamment entre nos territoires et le national. Dans le contexte de crise actuelle, se passer d'un tel levier de diversification des ressources, je pense que c'est dangereux. Alors il y a quand même une question qui se pose et que pose la Cour des comptes. Elle dit « le mécénat d'entreprise coûte cher à l'État ». Est-ce que c'est vrai ? Le mécénat coûte cher certainement, mais il rapporte beaucoup surtout. La Cour des comptes dit que ça coûte 900 millions d'euros par an. 900 millions d'euros, c'est en effet la part qui est prise en charge par l'État. Il s'avère que les 40% restants, à savoir près de 400 000 euros, eux, sont pris en charge par l'entreprise. Il faut vraiment considérer le mécénat comme un investissement conjoint qui n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu justement cette coalition entre des acteurs privés d'un côté, des acteurs publics de l'autre. C'est un impôt finalement qui est assumé et par la collectivité et par les entreprises. Sans ces investissements, il n'y aurait pas de prise en charge de l'intérêt général, il n'y aurait pas tous les impacts sociaux qui sont générés par la prise en charge de cet intérêt général, et ça coûterait finalement beaucoup plus cher à nos institutions, à l'État, aux collectivités territoriales qui devraient prendre en charge des causes diverses et variées. Alors on parle souvent de mécénat culturel, mais il faut voir aussi l'ensemble des autres implications de l'intérêt général, l'action sociale, la solidarité, l'insertion professionnelle, l'éducation, l'environnement. Tous ces sujets, sans le mécénat en général et sans le mécénat, le dispositif du mécénat, sans des investissements citoyens forts, c'est des coûts supplémentaires pour la société. Donc pour moi, le mécénat, c'est plutôt des coûts évités pour notre société en général. Alors, deuxième question qu'on est en droit de se poser, parce que le rapport de la Cour des comptes est particulièrement sévère sur ces points-là. Elle dit qu'il y a maintenant des entreprises, grâce à la loi Ayagon de 2003 sur le mécénat, qui créent leurs propres fondations pour servir leurs propres intérêts, et pas seulement l'intérêt général. Elle dit aussi, la Cour des comptes, que l'impact des fondations abritées est incertain sur le terrain. Et elle dit aussi, par exemple, que la gouvernance de la Fondation FACE, elle, mérite d'être questionnée. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des dérives dans le monde du mécénat ? Je pense que la Cour des comptes, c'est son rôle de pouvoir pointer du doigt des abus, des dysfonctionnements. Je pense que tout le secteur
du mécénat, tout le secteur des acteurs de l'engagement citoyen aussi reconnaissent qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui abusent du dispositif. Il s'avère que la plupart, ce que nous on accompagne au quotidien, ce qu'Admical accompagne au quotidien, c'est des acteurs qui ne se posent pas ces questions qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de niche fiscale finalement. Il y a une entreprise sur 10 qui va défiscaliser le mécénat de compétences en France, c'est extrêmement peu. Il s'avère qu'il y a tout un pan de cet écosystème qui joue le jeu, d'entreprises qui investissent véritablement dans leurs écosystèmes, dans l'intérêt général, pour défendre ces grands enjeux. Ce qui serait intéressant, c'est que nous, acteurs, on puisse se fédérer pour montrer, par ailleurs, que le mécénat, ce n'est pas encore une fois que la culture, ce n'est pas que les grands groupes. La plupart des entreprises qui portent le mécénat en France, c'est des petites, des moyennes entreprises. En volume, le mécénat en France, la réalité du mécénat d'entreprise, c'est bien les TPE, les PME qui le portent. Et tout l'enjeu, d'ailleurs, c'est plutôt de libérer les perspectives d'investissement pour ces entreprises-là que d'essayer de les réduire pour tous. Alors, si la fiscalité change en matière de mécénat, en quoi est-ce que le mécénat de compétences serait lui aussi impacté ? Alors, il y a deux choses. Il y a le changement d'une fiscalité, du dispositif global qui ferait que le mécénat de compétences, dans la continuité, verrait une baisse de la défiscalisation qui lui est consacrée. Le panorama du pro bono qu'on a édité récemment. Le panorama du pro bono, voilà, qu'on peut retrouver sur votre site internet. Exactement. Montre que 82% des structures à finalité sociale ont un besoin en compétences, que sans ces compétences-là, leur développement pérenne ne pourrait pas voir le jour. Elles ont besoin de ces compétences et la répercussion directe, elle est plutôt sur ces structures-là. Après, il y a un autre sujet, c'est le fait que le mécénat de compétences est lui-même remis en cause dans le système. C'est le seul dispositif qui est valorisé sur de l'immatériel, à savoir la compétence transmise. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut avoir les débats sans langue de bois, sans vouloir se cacher derrière quelques initiatives que ce soit, en se disant qu'il faut ouvrir le débat de ce qu'est le mécénat de compétences, de ce qu'on appelle une compétence qu'on transmet, de la question des contreparties, qui n'a jamais été tranchée pour l'instant et sur lequel, en effet, nous, on est prêt à céder du terrain en disant qu'il n'y a pas de contrepartie à avoir sur le mécénat de compétences, et sur la question de la valorisation. Aujourd'hui, on s'intéresse plus aux compétences transmises qu'aux impacts générés sur les structures. Notre propos, c'est de dire qu'avec Admical, avec d'autres, on a tout intérêt demain à essayer de générer un comité déontologique qui va permettre d'objectiver cette défiscalisation sur la base de l'impact généré sur la structure et non plus la valorisation des compétences qui, on le voit, est toujours un peu complexe en France. Est-ce que les entreprises défiscalisent beaucoup le mécénat de compétences ? C'est-à-dire que quand on prend le sujet sur le pro bono en général, le panorama le révèle, c'est une entreprise sur 10 qui le défiscalise, ce mécénat de compétences. Donc nous, on ne voit pas essentiellement des gros salaires défiscalisés. On voit des catégories au sein de l'entreprise qui sont très différentes, qui vont vraiment du sommet à la base. Notre enjeu à nous, c'est la démocratisation de la pratique. C'est de se dire que non, le pro bono, le mécénat de compétences, ce n'est pas fait pour former des potentiels de l'entreprise, c'est fait pour que toute l'entreprise s'engage. C'est fait pour exprimer une raison d'être globale, faire en sorte que le collaborateur soit le premier engagé dans les valeurs que veut défendre l'entreprise. Sylvain Raymond, Gabriel Attal, secrétaire d'État au gouvernement, affirme haut et fort que le mécénat n'est pas une niche fiscale, contrairement à ce qu'a dit Gilles Carrez, le président de la Commission des finances de l'Assemblée. On se demande si le gouvernement n'est pas prêt à faire un petit peu marche arrière. Est-ce qu'il y a, selon vous, des compromis possibles dans cette négociation, dans ce bras de fer qui est entamé avec le gouvernement ? Déjà, c'est bien qu'un ministre qui est en charge du sujet affirme que le mécénat n'est pas une niche fiscale. Il faudrait qu'il y ait consensus au sein de ce gouvernement. Il y a aussi des propositions du haut-commissaire à l'ESS et l'innovation sociale qui vont dans le sens de Gabriel Attal et nous, on s'en réjouit. Tous les compromis sont possibles, si ce n'est qu'à un moment, notre société elle a besoin des associations, elle a besoin que les associations se développent et sans ce levier de développement-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la société dans son ensemble. Christophe Ittier, le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, a fait des propositions il y a quelques jours dans la presse autour de cette question du mécénat en disant « profitons du débat pour faire avancer des idées ». Il propose de mettre en place du mécénat pour les startups sociales. Il propose de créer des fondations actionnaires. Il propose de défiscaliser, d'avoir un taux de défiscalisation fluctuant selon la durée de l'engagement financier d'une entreprise pour l'intérêt général. Comment vous accueillez ces propositions-là ?
Je pense que c'est des propositions qui sont au-delà du fait que ça existe déjà des fondations actionnaires en France. On prend le modèle de la fondation Pierre Fabre, ce n'est rien d'autre qu'une fondation actionnaire. Il n'y en a pas beaucoup. Et elles auraient le mérite de pouvoir protéger sur le long terme les structures dont elles deviendraient actionnaires. Exactement, mais je pense que c'est un débat qu'il faut avoir et c'est un modèle qui viendrait donner une nouvelle dimension au mécénat en France. Sur la question de l'élargissement du mécénat à des startups sociales, alors j'ai bien compris que c'était sur les 5 premières années de vie. Typiquement, ça correspond à ce que j'évoquais avant, un dispositif d'amorçage qui est ambitieux, une alternative qui est posée. Et puis de là à être sur une logique de défiscalisation qui s'intensifie dans le temps, je pense qu'il faut pouvoir libérer les investissements citoyens à l'ère de la raison d'être, à l'ère de l'entreprise à mission, et mener une politique cohérente de début jusqu'à la fin. Sylvain Raymond, la semaine prochaine, Pro Bono Lab tient son assemblée générale à Lyon. Est-ce que la fiscalité, justement, va être un point central de l'Assemblée générale ou vous allez parler de toute autre chose ? On ne va pas parler de fiscalité, on va parler de territoire. 2019, pour nous, c'est l'année des territoires. On pense que c'est là que ça se passe. Le mécénat s'invente à l'échelle des territoires. Et je pense que dans ces débats, dans l'ensemble de ces débats, il y a un exclu, c'est justement les acteurs des territoires. Nous, on le voit, dès qu'on veut innover en matière de pro bono, on passe du temps sur nos territoires d'ancrage, on va voir des entreprises qui font souvent du mécénat sans le savoir, qui ne défiscalisent pas. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. C'est pour ça qu'on va donner la parole à des entreprises, à une présidente de fondation d'entreprises au pluriel, collective, pour qu'on puisse partager ces bonnes pratiques à l'occasion de cette Assemblée générale, qui sera en effet le point d'orgue de l'année de Pro Bono Lab sur cette question de la démocratisation du pro bono à l'échelle de ces différents territoires, puisqu'on est présent partout en France et que de fait, c'est notre vrai laboratoire à nous d'expérimentation Pro Bono Lab, le territoire avant tout. Alors, pour aller encore plus loin dans votre engagement, vous publiez ce guide, le Pro Bono pour tous en pratique. À qui s'adresse ce guide et pourquoi vous l'avez édité finalement ? Ce guide, il est fait pour donner toutes les billes à des entreprises de toute taille, des institutions, puisqu'on n'a pas parlé du mécénat de compétences des acteurs publics, mais c'est justement un point que Gabriel Attal souhaiterait développer, que des volontaires qui veulent se lancer, ou que des structures à finalité sociale qui veulent acquérir ces compétences puissent le faire. Il y a toute la méthodologie de Pro Bono Lab qui a été dévoilée à ces différents acteurs. Elle a commencé en 2011 avec nos 3 cofondateurs et s'est poursuivie. Et l'idée, c'est de la mettre en open source pour que chacun puisse s'engager à sa manière. On va laisser la parole aux questions du public. Bonsoir, donc je suis Marine, je travaille chez Vendredi, donc qui est un partenaire, en tout cas qui fait partie de l'écosystème du mécénat de compétences. Et j'avais une question pour vous, Sylvain. Comment est-ce qu'on fédère les entreprises ? Comment est-ce qu'on les sensibilise encore plus au mécénat de compétences ? Sur ce point de la démocratisation de la pratique, qui est l'un des axes que se fixe Pro Bono Lab, on ne le fait pas tout seul, bien sûr. Il y a beaucoup d'initiatives en France sur ces sujets. Il y a l'alliance de la Fondation SNCF et des 17, maintenant je crois plus de 20 entreprises qui sont fédérées sur ces sujets. Et c'est intéressant que des dirigeants prennent des positions fortes sur ces sujets. Et je pense que c'est en grande partie en montrant par l'exemple que ça peut marcher pour beaucoup d'entre elles. Alors moi c'est Paola, donc enchantée. Il y a beaucoup de salariés qui se mobilisent. Donc moi je travaille dans une association, j'ai l'expérience de mobiliser des gens à mécénat de compétences. Parfois les associations, nous avons du mal à recruter ou avoir des gens qui veulent venir chez nous. Donc est-ce que vous avez un peu une idée de la répartition au niveau régional ? Il y a beaucoup d'entreprises, comme je le disais, qui font du mécénat de compétences sans le savoir. Des entreprises qui, sur des sujets de proximité, on était à Toulouse dernièrement, on lance un bureau toulousain dans l'année. On parlait avec des entreprises qui étaient sur les abords du canal du Midi, qui nous disaient que tous les vendredis, ils envoyaient leurs collaborateurs sur le canal du Midi pour faire des actions solidaires sur le temps de travail. Et nous affirmaient qu'ils ne faisaient pas de mécénat de compétences. En fait, ils faisaient du mécénat de compétences depuis des années. Voilà, c'est des exemples assez comme ça. Notre rôle, à nous, c'est de faire en sorte que 64% des Français qui pensent faire du pro bono, enfin qui ne le revendiquent pas, le sachent, et que les entreprises qui le font puissent le revendiquer pour essayer d'entraîner massivement les autres entreprises dans cette voie. Merci beaucoup Sylvain Raymond d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico et aux nôtres. On vous souhaite bien sûr une excellente Assemblée Générale à Lyon la semaine prochaine.
Merci.